L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Hugues Gonneau et de notre collègue Julien Amado, en remplacement bien sûr de Louis-Philippe qui est allé conduire la Nissan Sentra qui est quelque part dans l'avion sur le vol de retour. On va pouvoir en parler d'ici quelques semaines. Alors les gars, bien évidemment, sujet... Mais avant de commencer, est-ce que ça va là, oui, Antoine? Oui. Avec deux Français autour de la table, tu vas pas défaillir? Je vais essayer de faire ça vite. Allez, tiens le coup là, ça va être dur, mais... Allez, vas-y, c'est parti. Tu sais que j'ai une grande gueule, je suis capable de tenir mon coup. Mais oui, alors on va évidemment parler de façon incontournable de ce qui se passe dans l'industrie auto-canadienne ces jours-ci. C'est alarmant. Il y a quelques jours, on était super inquiets, mais là, c'est parti en vrille. Alors, peut-être une mise en contexte. Alors, évidemment, on sait que Donald Trump a l'intention de rapatrier la production automobile aux États-Unis au maximum en voulant peut-être couper les vivres des pays voisins. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son exercice fonctionne jusqu'à maintenant. Alors, il y a à peu près 2 semaines de ça, Stellantis annonçait qu'on allait finalement changer d'avis sur le plan de produire le futur Jeep Compass à l'usine de Brampton en Ontario. Pour votre gouverne, cette usine-là fabriquait jusqu'en décembre 2023 les Charger, Challenger et 300 qui ont tiré leur révérence. Et l'usine est techniquement en mode réoutillage depuis ce temps-là, mais permettez-moi d'en douter un petit peu. 2 ans pour réoutiller une usine, exactement. C'est long. Et là, bien évidemment, Stellantis s'est fait pointer du doigt énormément, a fait aussi les manchettes tout récemment parce qu'il y a un nouveau président du côté de Stellantis Canada qui est notre ami Trevor, qui était le président de chez Nissan jusqu'à il y a 10 jours. Alors, les choses brassent énormément du côté de chez Stellantis. Il y a des trucs qui doivent se faire clairement. Est-ce que ça sera l'homme de la situation? On va voir. Mais à tout le moins, Stellantis est un constructeur qui est pointé du doigt en ce moment. On a ouvert un 3e quart de travail à l'usine de Windsor pour mettre un peu d'emphase sur la production de la Charger à essence qui débute en ce moment. On a aussi une augmentation significative des ventes de fourgonnettes Chrysler, ce qui est quand même assez surprenant, considérant son âge, c'est un produit qui a 10 ans bien sonné. Là. Mais est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Moi, c'est la question que je pose parce que on pourrait s'en inquiéter. Est-ce qu'on a décidé d'ouvrir les vannes, mais de façon temporaire jusqu'à ce que finalement... Les minivannes, tu veux dire? Oui, les minivannes. Non, mais est-ce que ce produit-là qui est en fin de carrière va continuer d'être assemblé à Windsor une fois qu'on l'aura terminé? Parce que faut se rappeler que ce véhicule-là est fabriqué depuis ses tout débuts à Windsor. Absolument. Donc, depuis 1983, on fabrique des fourgonnettes à Windsor. Ça fait partie des mœurs là-bas. D'ailleurs, c'est quand même assez fascinant de constater la quantité de minivans Chrysler qui roulent dans la ville de Windsor. On est surpris. Il y a des modèles qui sont particulièrement abîmés et âgés, mais il y en a de toutes les générations. Pour ceux qui aiment ce véhicule-là, allez vous promener là-bas, vous allez être servi. Un musée à ciel ouvert? Oui, littéralement. Cela étant dit, quelques jours après l'annonce de Stellantis qui a décidé de rapatrier évidemment la production du Compass aux États-Unis et d'investir des sommes colossales aux États-Unis pour la fabrication de 5 futurs produits de la marque Jeep, bien là, ce qu'on a appris, c'est que l'usine de cathode de Bécancour, dans laquelle General Motors a des intérêts, cesse ses activités. Pas une très bonne nouvelle non plus. Non. Et quelques jours plus tard, ce qu'on a appris, c'est que l'usine d'Ingersoll en Ontario, où on fabrique le fourgon Chevrolet Bright Drop depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant, elle a fermé ses portes. 600 emplois qui sont... Alors, il faut quand même préciser que dans le cas présent, c'est vraiment un problème de demande. Pour le Bright Drop, la demande n'était plus là. Permets-moi de te dire que le hasard fait bien les choses. Oui, non, c'est sûr que GM a pas cherché à pousser le truc trop longtemps. Non. Mais regarde, faut être un peu honnête, il y avait aussi un problème de demande sur ce type de véhicule-là au départ. Est-ce qu'il y avait un problème de demande et de rentabilité? Est-ce qu'on ne veut pas continuer à vendre des GMC Savannah qui sont probablement
probablement un petit peu plus payants à vendre. Légèrement amortis. Ouais, c'est ça, après 30 ans, ils sont légèrement amortis. Exactement. Ouais. Donc, évidemment, ça fait mal parce que c'est une usine qui est là depuis longtemps du côté d'Ingersoll. Pour vous donner une idée, on y a fabriqué des Chevrolet Tracker à l'époque. Tout à fait. Après ça, ben, ça a été évidemment les Equinox, les Pontiac Torrent, etc., etc. Jusqu'à tout récemment, en fait. Souvenir. Oui, souvenir. Suzuki XL7, qui était un GM étiré. Bref, alors c'était une usine conjointe entre Suzuki et General Motors, mais General Motors a repris la balle au bon quand Suzuki a quitté le marché. Exactement. Et donc, cette usine-là roulait quand même bien, fabriquait des véhicules de qualité. Les gens qui ont des Bright Drop les aiment bien. Non, c'était une usine qui a toujours historiquement eu des bons chiffres de fiabilité, de qualité. Comme plusieurs usines canadiennes, d'ailleurs. Tout à fait. Et tandis qu'on est dans General Motors, on peut parler d'Oshawa, une usine où il y a eu moult arrêts de production temporaires, où on a relancé la production, mais on ne roule pas à plein régime. On y fabrique des Silverado HD pour le moment, mais est-ce que ça va perdurer? Ça, c'est la question. Parce qu'évidemment, là, les yeux sont rivés partout en ce moment, considérant que là, ces deux usines qui ne fabriqueront plus de véhicules. Et juste pour vous donner une idée, j'ai eu beau tenter plusieurs communications avec les gens de Stellantis Canada. C'est mot couvert. On m'a envoyé un communiqué de 4 lignes pour nous dire qu'on était très fiers d'annoncer l'ouverture d'un 3e quart de travail à l'usine de Windsor et qu'on allait annoncer des plans futurs pour l'usine de Brampton. Plan futur qui veut peut-être dire on va vendre ça à Jean Coutu. On ne le sait pas, là. Alors, c'est très inquiétant, mais comprenez que dans le contexte politique actuel, il serait très surprenant que Stellantis ait des plans pour y fabriquer de nouveaux véhicules. C'est quelque chose qui n'arrivera pas, là. En tout cas, pas dans le contexte actuel ou pas dans les 2-3 prochaines années tant que Trump va être au pouvoir et qu'il va imposer ses tarifs. C'est clair, on s'entend. Après ça... Mais je te dirais, c'est quand même politiquement très compliqué parce qu'à un moment, les gens vont aussi comprendre que ça sert à rien d'acheter du Stellantis. C'est une très, très mauvaise publicité pour le public canadien. Oui, sauf Sans parler de boycott, à un moment, les gens vont dire, tant qu'à faire, on va passer à autre chose. OK, mais si on recule, là, il y a à peu près 23 ans de ça, quand GM a fermé son usine à Boisbriand, est-ce que les gens ont arrêté d'acheter des produits de General Motors du jour au lendemain? Les circonstances... Alors, je suis d'accord avec toi, mais les circonstances n'étaient pas tout à fait les mêmes. Les circonstances n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais je me souviens qu'il y a eu un creux de vague de quelques semaines, puis après ça, les ventes ont reparti. Bien sûr. C'était très localisé. Alors, peut-être qu'à Brampton, pendant quelques semaines, on va vendre un peu moins de produits Stellantis, mais considérant qu'on en vend beaucoup moins de toute façon, est-ce qu'on va voir la différence? C'est ce que je veux dire sur le marché canadien. À un moment, ça va devenir très, très problématique pour une marque comme Stellantis et ils ne sont pas dans une situation où ils peuvent se permettre des parts de marché nulle part dans le monde. Non, là-dessus, on est 100% d'accord. Alors, évidemment, ben là, on regarde les usines de marques nord-américaines qui sont encore chez nous au Canada et qui sont sous le syndicat d'Unifor parce qu'on a l'impression que ce sont des marques qui sont plus vulnérables que les deux marques japonaises qui sont installées ici aussi, en l'occurrence Toyota et Honda. Et là, ben, ce qu'on a appris il y a quelques jours seulement, c'est que le gouvernement Carney, en réplique au fait que Stellantis et GM fermaient des usines au Canada, ben, on allait imposer 50%, en fait, un tarif de 25% sur 50% des véhicules qui allaient rentrer chez nous de ces deux marques-là. Très maladroit, si vous voulez mon avis, de la part de Mark Carney, qui n'a certainement pas le gros bout du bâton pour négocier avec Donald Trump d'une part, mais qui n'a pas compris non plus comment ça fonctionnait chez nous au Canada, parce que est-ce que je peux me permettre de vous dire que depuis avril 2024, on ne bâtit pas de Ford à l'usine d'Oakville et que là, dans cette annonce-là, ben, Ford n'est pas pénalisé? À ce que je sache, là, la production du Super Duty n'a pas recommencé. Et j'ai posé la question pas plus tard qu'hier aux gens de Ford. Qu'est-ce qui arrive? Quels sont les plans? Et pourtant, ils parlent de gros réinvestissements aux États-Unis. Exact. Oui. Mais... Gros réinvestissements aux États-Unis avec des quarts de travail supplémentaires et tout. Bon, là. Alors ça veut probablement dire que ça n'arrivera pas à Oakville. Mais évidemment, pour le moment, il n'y a pas de pénalité du côté de chez Ford parce que Ford se tait.
Alors qu'il y a eu... Ben, c'est ça la différence. Ford dit rien. En fait, moi, j'ai posé la question, puis ce qu'on m'a répondu chez Ford, c'est que l'annonce initiale qui avait été faite l'année passée demeurait en cours. Il n'y avait pas de nouvelles annonces. On n'est pas capable de nous donner une date de début de production. On nous dit que l'usine est en réoutillage du côté d'Oakville. Pour votre gouverne, on avait fabriqué des Ford Edge jusqu'en avril 2024. Et depuis ce temps-là, ben, il y a plusieurs milliers d'employés qui se tournent les pouces. Ça coûte cher, ça. Ça coûte très cher. On réoutille beaucoup au Canada en ce moment. Hein? On réoutille beaucoup au Canada. Oui, on réoutille beaucoup, effectivement. Et tu sais, quand on est protégé par un syndicat aussi costaud que celui d'Unifor, ben ça vient avec des coûts de cessation de production qui sont gigantesques. Juste pour vous donner une idée, ben, les employés de l'usine d'Ingersoll vont avoir droit à un plein salaire de 6 mois et à des avantages sociaux pour l'année suivante. Ça coûte une fortune pour ne pas fabriquer de véhicules. Là. On s'entend-tu? Et ils vont avoir leur plan de retraite qui leur revient en plus, etc., etc. Au moins, j'espère. Alors, tu sais, c'est une fortune que ça coûte. On peut certainement mentionner que l'industrie automobile canadienne est en péril plus que jamais, qu'on risque d'apprendre de nouvelles annonces dans les prochains jours qui vont être catastrophiques pour cette industrie-là. Et là, ben, il reste quoi? Parce que... Les Japonais, eux, par contre, continuent quand même à investir manifestement. Puis toi qui étais chez Toyota très récemment, ils n'ont pas du tout l'air de vouloir freiner, eux autres. Alors, eux ne freinent absolument pas et ont cette agilité d'être capables de rediriger la production ailleurs qu'aux États-Unis. Ils vont envoyer des véhicules aux États-Unis, c'est clair, mais ils sont capables de rediriger la production ailleurs parce que c'est un véhicule populaire et vendu à l'échelle mondiale. Et Honda, bien évidemment, l'objectif a toujours été le même, fabriquer au Canada des véhicules pour les Canadiens. Alors, non, puis il y a une mentalité. Regarde, il y a mentalité asiatique versus mentalité américaine. Ah, c'est pas la même chose. Mentalité américaine, c'est aux 3 mois. C'est les rapports à Wall Street aux 3 mois. La mentalité asiatique est beaucoup plus long terme. Donc, eux, je pense qu'effectivement, couper des usines qui, en plus, produisent des voitures de qualité, stratégiquement, à long terme, c'est pas forcément une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée, mais je me permets de te rappeler un truc. C'est que là, tu me parles de mentalité américaine. Dans le cas de Stellantis, c'est une mentalité italienne. Ce n'est plus géré comme ça a déjà été et on ne joue plus les cartes. Disons que c'est compliqué, Stellantis. Même eux, ils savent pas. Hein. Oui, mais faudrait peut-être qu'ils le sachent, justement. Tu as dit ça de même, là? Non, je suis d'accord. Ça serait une bonne idée qu'on reprenne le contrôle. On va en parler en fin d'émission, mais j'étais supposé conduire cette semaine le nouveau Jeep Cherokee dans le cadre des essais du NACTOY. Et le véhicule s'est finalement pas présenté. Les gens de Stellantis ont jugé qu'on n'était pas prêt à le montrer, tout ça. Puis là, il y a des retards de production. Hey, tu peux plus attendre. Tu ne peux plus attendre. Tu comprends-tu, là? Il n'y a plus de possibilité de pelleter par en avant. C'est maintenant ou jamais. Tu sais, c'est une catastrophe, là. Stellantis, ça va vraiment pas bien. Et le fait que tu changes d'idée comme tu changes de chemise, que les stratégies fonctionnent pas. Il y a un nouveau président au Canada qui entre en fonction là, ces jours-ci, qui est un gars qui était chez Nissan et qui ne s'est pas démarqué chez Nissan tant que ça. Alors, que va-t-il faire du côté de chez Stellantis? Est-ce qu'il a pris l'opportunité d'avoir un boulet au pied? Disons que l'idée... Passer de chez Nissan à Stellantis, j'appellerais pas ça forcément une opportunité. Non, mais en même temps, on dit de Nissan qu'il s'agit du Stellantis des Japonais. Tu sais, c'est un peu ça quand même. Oui, alors, c'est justement, tu te dis, ça, on pourrait dire, il va de Caribe. Ce gars-là, un jour, s'il se retrouve chez Subaru, il va trouver que les nuages se dissipent rapidement. Tu sais, on s'entend-tu? Ça sera pas la même chose. Mais pour le moment, on va regarder ce qu'il est capable de faire du côté de chez Stellantis. Mais il y a tout un mandat là-bas. Toujours est-il que moi, je trouve ça super inquiétant. Les employés actuellement sont tous stressés, peu importe où tu travailles, et j'ai l'impression que même ceux qui travaillent dans des usines japonaises sont un peu stressés. Il n'y a pas de syndicat là-bas, c'est pas la même formule, ce sont des véhicules qui se vendent à plein régime, ça va, là. Mais c'est quand même très inquiétant comme situation et les gens se demandent qui va être le prochain à perdre son emploi. Non, tout à fait. Et on s'entend qu'il ne se passe pas de création d'emplois non plus. C'est pas comme si on en perdait pour en récupérer. Là. Non, ça... Il n'y en a pas. Là. Non. Alors, et là, ça ouvre la porte à beaucoup de questionnements.
est-ce qu'on fait entrer des nouveaux joueurs? Est-ce qu'il y a des gens qui vont regarder ça aller et considérer que le Canada peut être une opportunité? Évidemment, je pense aux Chinois, mais les Chinois seraient très surpris qu'ils viennent fabriquer des véhicules ici au Canada. Moi aussi. Mais pas vraiment dans leur intérêt. Mais je pense à un constructeur comme Kia, par exemple, qui va vendre de plus en plus de véhicules chez nous au Canada, alors qu'ils ne les vendront pas aux États-Unis, en tout cas pas dans un contexte de court terme ou de moyen terme. Comment est-ce que le constructeur Kia pourrait tirer avantage de ça? Parce qu'on va se retrouver avec de grosses usines modernes et vides. Ouais. Ça vaut des sous, là. Et il y a des constructeurs américains qui vont vouloir s'en défaire s'il n'y a plus d'activité là-bas. Donc, il y a peut-être des gens qui vont lever la main. C'est intéressant, mais c'est pareil. Une usine, ça se planifie des années d'avance. C'est des centaines de millions d'investissements. Et c'est tout le cœur du problème. On en a déjà parlé beaucoup de fois, mais la planification est extrêmement compliquée. Et peut-être que d'ici 3 ans, les conditions, après le départ de Trump, s'il part, les conditions vont être dramatiquement différentes. Et planifier une usine à 3 ans, là, c'est demain. C'est clair. C'est demain. Oui. Donc, c'est pour un constructeur, quel qu'il soit, et l'idée de Kia n'est pas du tout idiote, ou Hyundai d'ailleurs, mais même là, c'est quand même extrêmement compliqué. Je ne suis pas sûr que ça soit un vrai facteur déterminant pour implanter une usine au Canada. Peut-être pas, mais à la fois Kia quand même qui là propose des produits qui seront que chez nous et pas aux États-Unis aussi. Oui, c'est sûr que oui, Kia va arriver avec 3 produits dans la prochaine année qui ne seront pas vendus aux États-Unis. Mais je ne pense pas que c'est assez imposant puis c'est assez important comme marché pour justifier qu'on vienne fabriquer des véhicules ici. Il va falloir qu'il y ait un mouvement qui se fasse. Il y a peut-être des nouveaux constructeurs qui vont vouloir venir s'installer. C'est très, très, très difficile à dire pour le moment. Mais ce qui est inquiétant, c'est évidemment toute l'ambiance politique. Trump a fermé la porte aux négociations cette semaine suite à cette annonce de Mark Carney. Alors là, quelles actions seront prises pour essayer de défendre l'indéfendable? Là? On peut peut-être mentionner ça parce que là, clairement, Carney a perdu le contrôle. Et celui qui est en furie par rapport à ça, avec raison, c'est Doug Ford. Parce que Doug Ford, qui est évidemment premier ministre de l'Ontario, lui, veut défendre l'industrie automobile canadienne qui se passe chez lui et trouve que Carney ne met pas son pied à terre pour négocier adéquatement avec Trump. En même temps, c'est David contre Goliath, on le sait, là. Mais les choses sont faites de façon peut-être un peu maladroite et précipitée et il n'y a rien de plus imprévisible que Donald Trump suite à une décision, on le sait. Alors, que va-t-il arriver dans les prochaines semaines? Chantal Hébert, qui est chroniqueuse politique, évidemment, de renom, mentionnait que l'avenir de l'industrie automobile canadienne ne serait pas très rose lors d'un sommet qui a été donné la semaine passée devant les membres de la CCAQ. Elle n'est vraiment pas positive quant à l'avenir de l'industrie automobile canadienne et je la comprends. Il n'y a pas eu beaucoup de mentions de sa part concernant le futur des usines de marque japonaise, mais en ce qui concerne les usines qui sont sous le syndicat d'Unifor, elle a l'impression que le compte à rebours est commencé et qu'il n'y a rien qui va se passer comme bonne nouvelle là, dans les prochaines années. C'est vraiment, vraiment inquiétant comme situation. On en avait fait mention en début d'année lorsqu'on a vu Donald Trump arriver. Évidemment, la faiblesse de notre dollar peut être un avantage, mais aussi un inconvénient. Et là, ben, on se retrouve vraiment sur le bord de la rivière à devoir traverser le pont et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, moi, ça m'inquiète beaucoup. Je suis passé par Windsor cette semaine. J'ai fait le tour de l'usine de Windsor, Chrysler, là-bas. Il y a encore beaucoup d'employés. C'est une grosse usine. C'est 410 000 mètres carrés, cette usine-là. Alors, c'est du monde à la messe. On fabrique beaucoup, beaucoup de véhicules là-bas. Et, mais ce qui m'inquiète encore une fois, c'est comment Stellantis va gérer ça? 2, est-ce qu'on a une Charger qui ne se est-ce qu'on a une Charger qui va se vendre de façon ordinaire et une fourgonnette qui est en fin de carrière? Est-ce qu'il pourrait arriver la même chose qui est arrivé avec l'usine de General Motors, c'est-à-dire on lève la main en disant ben les produits sont plus compétitifs, alors on cesse la production ou on la rapatrie ailleurs. Et toutes les raisons sont bonnes, là. C'est vraiment inquiétant. Je parlais de Ford un peu plus tôt.
j'étais de passage dans la région de Détroit cette semaine et sur l'autoroute, tout près de Dearborn, tout près des bureaux chefs de Ford aux États-Unis, ben, j'ai croisé une Ford Puma électrique, un petit jaune, là, très, très voyant. J'ai pris quelques images de cette voiture-là et ça m'a amené à poser la question, est-ce que c'est un véhicule qui pourrait finalement être commercialisé chez nous en Amérique du Nord pour rivaliser, par exemple, avec un produit comme le Kona électrique, comme la Bolt, comme la Nissan Leaf là, qui va arriver d'ici quelques semaines. C'est un produit qui semble très sérieux. Évidemment, ce n'était pas un véhicule de pré-production. Là, ça semblait très complet. Il était immatriculé, évidemment, au nom du manufacturier Ford. Mais le fait de le voir sur les routes américaines, ben, ça a levé les soupçons parce que si on ne l'amène pas en version essence, ça pourrait être un véhicule électrique fort intéressant pour le constructeur qui a besoin de nouveautés électriques chez nous en Amérique du Nord. Et d'une entrée de gamme, parce que là... Ben oui. Il n'y a plus grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on a annoncé chez Ford récemment? Le retrait en fin d'année 26 du Ford Escape. Exact. Ce qui est un peu incompréhensible parce que le nom Escape résonne depuis 2000 chez Ford et a toujours été gage de succès. Là, ça bat un peu de l'aile. On tente de le remplacer maladroitement avec un Bronco Sport qui n'a pas la même polyvalence parce que c'est un véhicule qu'on a développé pour de la conduite hors route, mais ça vient avec beaucoup d'handicaps, incluant une consommation plus élevée, l'impossibilité de remorquer des charges aussi élevées. Bref, c'est pas le véhicule qui est le plus convoité en ce moment. Et c'est le véhicule d'entrée de gamme si on fait fi du fait que l'Escape disparaît. Bon, avec le Maverick, mais qui est la même base. Mais je veux dire, quand tu commences à vendre des véhicules à 35 000 – 36 000 $ et que le modèle d'entrée de gamme est à peu près jamais disponible, ben, ça donne un peu le ton sur la gamme. Alors, d'avoir un nouveau véhicule comme celui-là, qui ne serait pas forcément moins cher, mais qui amènerait un nouveau marché, je pense que ça pourrait être pertinent. Spécialement au Canada. Spécialement au Canada, mais permets-moi de te dire que Ford, il pense pas à ça. On s'entend-tu? Sauf que, tu sais, je me dis, Ford est en train de regarder ce qui se passe. Jeep va amener techniquement un Recon électrique. Alors, GM amène la Bolt. Il y a des nouveaux joueurs, la Nissan Leaf, etc. Le Toyota CHR et le Subaru Uncharted vont être lancés au printemps prochain sur notre marché. Alors, tout ça, ben, c'est de la compétition et Ford n'a rien pour répliquer. Ben, moi, je vais dans ton sens parce que on parle beaucoup de Stellantis, mais j'ai regardé les chiffres de Ford en Europe. Ouais. Ça va pas bien, là. Ouais. Ça va vraiment pas bien. Contrairement à chez nous au Canada où les ventes sont bonnes quand même. Non, mais le problème, c'est que la gamme, là, elle est complètement incohérente. Ouais. Ils ont 2 véhicules électriques co-développés avec Volkswagen. C'est des plateformes Volkswagen. Ouais. Il n'y a plus d'entrée de gamme, il n'y a plus de Fiesta. La Focus va disparaître. Est-ce qu'on vend le Mach-E? Oui. Le Mach-E, mais... symboliquement. Symboliquement. OK. Il est cher aussi là-bas. Il est très, très cher. Donc... On parle beaucoup de la planification chez Stellantis. Je commence à avoir le sentiment que Ford, c'est très compliqué aussi, là, et que l'entrée de gamme, l'électrification, à part les camions, où là, j'allais dire, ça roule tout seul, ou presque. Oui, mais ça, c'est un marché authentiquement nord-américain. C'est ça, mais le reste de la gamme, et Ford en Europe, se porte vraiment mal, quoi. Tu sais, je regardais les chiffres de Ford récemment. On a encore des augmentations de vente avec la série F de presque 7 % en 2025 par rapport à 2024. C'est du monde, là. Oh oui. Oui. Bon, évidemment, on profite du fait que les ventes de Ram sont en chute libre, peut-être, là. mais il en demeure pas moins qu'on vend plus de camions que jamais, qu'on multiplie les offres. C'est sûr que c'est ce qu'on veut vendre. Et là, évidemment, je parle des chiffres canadiens, là, parce que Ford est encore le constructeur numéro 1 au Canada et n'a pas un catalogue de véhicules complet, comme tu le disais. Il y a des trous. C'est le même problème. On n'a plus de Ford Edge. On passe d'un Bronco Sport à un Bronco tout court ou à un Explorer. Non, mais regarde, on n'a plus de Focus. Ah non, puis les voitures, c'est clair. Ils vendent encore des Corolla, ils vendent encore des Civic. Il n'y a pas de Focus en face. Ouais. Non, c'est sûr. Mais je veux dire, il n'y a pas non plus d'équivalent à un EcoSport comme on l'a déjà eu. Ouais. Bon, je te dis pas qu'il faudrait le ramener, l'EcoSport. Ça ne serait pas une bonne Pitié, nouvelle. non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a il y a plusieurs segments où on n'est pas présent et malgré tout, Ford est numéro 1 au Canada. Alors, ça en dit long quand même. Ouais. Et je pense que ce produit-là, si on est en train de l'étudier à Dearborn, c'est pas uniquement dans l'optique de le vendre sur les marchés européens. C'est parce qu'on se pose la
question sérieusement à savoir si ça pourrait être vendu chez nous en Amérique du Nord. Je pense que ce serait intéressant chez nous. Hein, et on a besoin de rabaisser la cote de consommation moyenne de la gamme Ford parce que là, il y a un électrique et il commence à se faire un petit peu vieillissant. Là. Le Mach-E, là, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il a 6 ans. Ouais. Alors, c'est vieux, ça, dans l'électrique. Dans un catalogue automobile, oui, et dans l'électrique en plus. Rapidement, on va parler de la magnifique et radieuse Subaru Outback 2026. Cache ta joie, s'il te plaît. Tu sais, je me suis amusé à dire au cours des dernières années que personnellement, la voiture ou le véhicule le plus laid qui est actuellement commercialisé, c'est la série 7 de BMW. Moi, je pense que c'est un... Je pense que Hugues est ton avis. C'est une horreur épouvantable, mais on vient de passer dans une autre dimension avec la nouvelle Subaru Outback. Et bon, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que l'Outback ne sera plus fabriquée à Lafayette, en Indiana. Elle va être fabriquée au Japon, incluant le modèle Wilderness, qui veut dire qu'on va avoir droit à une gamme quand même complète chez nous, alors qu'on sait que les Forester et Crosstrek Wilderness, qui sont fabriqués aux États-Unis, ne seront plus offerts au Canada pour une durée indéterminée jusqu'à ce que Trump change d'avis et ça n'augure pas bien. Alors, il se pourrait bien que l'Outback Wilderness devienne la seule Wilderness de la gamme Subaru en 26. Sauf que Subaru a décidé, d'une part, d'éliminer le modèle de base de la gamme Outback et évidemment en profiter au passage de cette nouvelle génération pour augmenter les prix. Ce qui veut dire qu'une Outback qui coûtait en prix d'entrée autour de 36 000 en 2025, bien, ça passe à 43 563 prix d'entrée pour une version d'entrée de gamme, considérant que le modèle commodité, qui était le véritable entrée de gamme en 2025, disparaît. On passe, je pense, au tourisme, là, si je ne me trompe pas de nom. Alors, nouvelle Outback qui va avoir encore le 4 cylindres à plat de 180 chevaux et sinon le moteur turbo compressé de 260 chevaux. L'hybride devrait venir, mais on ne l'a pas annoncé officiellement au moment d'annoncer les prix de la nouvelle Outback. Au moins, il y a une nouvelle planche de bord avec un nouvel écran qui semble plus moderne. C'est une bonne nouvelle, mais qu'est-ce que c'est laid! Puis je veux dire, oui, je sais que la beauté est subjective, mais j'ai pas lu beaucoup de facteurs positifs concernant le design de ce véhicule-là jusqu'à maintenant. Je persiste à dire que la série 7 est nettement plus moche. Ah, OK. Toi, tu ne l'aimes vraiment pas, la série 7. Non. Non, mais c'est laid. Non. C'est très laid. Je l'avais tellement défoncé dans le guide de l'année dernière que Ouais. Julien avait été obligé de ramener un petit peu... Ah oui, J'ai juste enlevé une phrase ouais. par rapport à son nez un peu épaté. OK. T'es comme le modérateur. En quelque sorte. Ouais. Mais OK. pas trop, je vous modère pas tant que ça. Mais là, c'était OK. juste, Mais non, là, j'étais allé loin. Là. Ouais. J'avais OK. vraiment... Bon, alors Outback qui va arriver sur le marché d'ici quelques mois. On va pouvoir assister au lancement, évidemment. Autre lancement qu'on attend, c'est celui de la Toyota Corolla, évidemment, parce que la Corolla va être renouvelée pour l'année modèle 2027. Très hâte de voir quels seront les plans avec cette voiture-là, qui est d'un produit de grande importance pour nous au Québec, mais qu'on ne peut à peu près plus acheter en ce moment, parce que si vous allez chez votre concessionnaire pour acheter une Corolla, ça va être 10-12 mois d'attente. Y pensez-vous? Bon, la voiture est fabriquée aux États-Unis. Elle rivalise avec une voiture qui est fabriquée au Canada, en l'occurrence la Honda Civic. Et pas besoin de vous dire qu'actuellement, on vend des Civics. Pas mal plus que des Corolla parce qu'on n'est pas capable de livrer chez Toyota. Et là, tout laisse croire que la prochaine Corolla serait 100% hybride, à moins qu'il y ait une version GR là, qu'on renouvelle. Mais tu sais, pour les Corolla de grande série, la logique veut qu'elle devienne 100% hybride. Et à ce moment-là, si la voiture est fabriquée aux États-Unis, ben, ça va juste multiplier encore plus le facteur de difficulté de les importer sur le marché canadien dans le contexte actuel. Mais les stratèges de Toyota Canada nous ont fait mention qu'il allait avoir un dévoilement d'importance en février 2026. Et mon petit doigt me dit que ça va être le dévoilement de cette nouvelle Toyota Corolla 2027 qui va peut-être arriver vers la fin de l'année. En fait, on avait dévoilé le RAV4 au début de l'été 25, pardon.
pour que 6 mois plus tard, on puisse le conduire, ben là, attendez-vous à peu près à la même formule avec la Corolla, mais à 10-12 mois d'écart. D'après moi, c'est ce qu'on va dévoiler là-bas. Et on va aussi dévoiler une super voiture du côté de chez Toyota. Et ça, évidemment, ça deviendra un flagship, là, mais on veut relancer un supercar un peu comme à l'époque de la Lexus LFA. J'ai pas l'impression, toutefois, qu'elle va être dotée d'un moteur à 10 cylindres. Je pense qu'on va avoir une technologie un petit peu différente. Au niveau bruit, on va y perdre. Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr. C'était une tuerie, ce moteur. Et d'ailleurs, je me permets de te dire, je vais publier dans les prochains jours sur le site du Guide de l'auto un essai de la Lexus IS500 que j'ai fait pour la dernière fois. C'était vraiment un plaisir coupable, cette auto-là. Alors, moteur V8 de 472 chevaux, 5 litres de cylindrée, propulsée. C'est la dernière de sa race. C'est une bagnole que j'ai adorée, même si elle a encore un lecteur CD et un pavé tactile inutile sur la console centrale. Il n'en demeure pas moins que l'imperfection de la conduite de cette auto-là fait en sorte que tu as énormément de plaisir au volant. Oui, la transmission est paresseuse. C'est pas super connecté, mais c'est quand même une bagnole franchement amusante. Ah non, ça vient de chercher dans les vertèbres, dans la colonne vertébrale. Puis là, tu sais que cette auto-là, dans 10 ans, va rouler comme au premier jour. La qualité de fabrication est là. Ça va vieillir pas mal mieux qu'une C63 AMG avec un 4 cylindres et 12 turbos et de l'hybridation. On s'entend-tu là-dessus? On s'entend. À 100%. Terminons le segment des actualités avec le fait que Hyundai confirme le retour d'une nouvelle génération de Hyundai Venue. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Pas que je suis un fan de la Hyundai Venue, mais il y a trop peu de ces petits véhicules sur notre marché. Oui, absolument. Et Hyundai persiste et signe, c'est-à-dire qu'on va conserver un véhicule d'entrée de gamme destiné au marché nord-américain. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va le grossir? Est-ce qu'on va l'embourgeoiser? On ne sait pas encore à quel niveau. On a vu quelques esquisses, mais je pense qu'il y a une part de marché importante pour Hyundai à cet endroit-là, considérant aussi que Nissan l'abandonne complètement parce que le X-Play disparaît, la Versa aussi. Ce qui fait que le véhicule d'entrée de gamme chez Nissan, ça va être la Sentra, qui n'aura plus de boîte manuelle, soit dit en passant. Et en est-on surpris? Non. Mais le Venue en aura pas plus. Non, on s'entend là-dessus. Tu sais, c'est bon. Mais au moins, on va avoir un petit véhicule d'entrée de gamme à essence chez Hyundai. Puis ça, il y a bien des gens qui l'apprécient parce que c'est encore un des véhicules les moins chers sur le marché. En fait, c'est le moins cher depuis la disparition de la Mirage. C'était la Versa. La Versa, si elle disparaît, c'est vrai. Forcément... Oui, tu as raison. Alors, la Versa qui disparaît vers la fin de l'année, là, au début de l'année 26, après ça, on va céder la place à la Venue, là, littéralement. À moins qu'on la fasse, qu'on l'embourgeoise comme on a fait avec le Kicks, mais ça ne serait pas très logique parce qu'on a aussi un Kona. Et donc là, ce serait dommage de le faire parce que justement, il y a des parts de marché à récupérer là et c'est plus pertinent de faire ça comme ça. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on a compris aussi, c'est que, par exemple, je vais prendre l'exemple de Chevrolet. Oui, on a un produit d'entrée de gamme qui s'appelle le Trax, mais il n'y a rien en bas de 33 000 $. Sur papier, ça existe à 29 000, mais bonne chance pour en trouver un. Tu sais, il en demeure pas moins que tu t'en sors pas en bas de 32 33 000, puis rendu là, tu es dans le territoire d'un Kona de base, d'un Kicks de base, etc., etc. Plus intéressant. Ah, définitivement. Oui, avec un 3 cylindres, 1,2 litres, roue motrice avant, c'est pas... non, tu gagnes pas un prix Nobel avec ça, c'est sûr. Le Guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, tu nous parles cette semaine d'un personnage légendaire et de la voiture qui l'a mis au monde, là. Les Mustangs de Carroll Shelby sont parmi les plus chers et les plus recherchés et ont participé à forger la légende du fermier devenu champion de course. Pourtant, au début, il était réticent à se lancer dans l'aventure. Bon, parle-nous de Carroll Shelby pour commencer, personnage mythique de l'industrie automobile nord-américaine, là. Effectivement. Avant de devenir pilote de course professionnel en 1952, Carroll Shelby a exercé toutes sortes de métiers, y compris éleveur de poulets. Son plus haut fait d'armes en compétition restera sa victoire aux 24 heures du Mans de 1959 sur une Aston Martin DBR1 avec l'anglais Roy Salvadori. Malheureusement, des problèmes cardiaques qu'il traîne depuis son plus jeune âge l'obligent à abandonner la compétition en octobre 1960. Mais ne croyez pas que cela va l'arrêter pour autant. S'il ne peut plus courir, il va produire des voitures de course. Il a dans la tête une auto combinant la légèreté
légèreté des châssis européens avec la puissance des V8 américains. Après de nombreuses démarches, il parvient à convaincre le fabricant anglais AC de lui fournir des caisses et Ford de lui fournir des moteurs. En 1962, il fonde Shelby American et devient constructeur automobile. La légende de l'AC Cobra était en marche. Et là, ben, on passe tout de suite au 17 avril 1964, qui est une date d'importance pour toute l'industrie auto-américaine, clairement. Exactement. Ce jour-là, Ford lance la Mustang. Son père spirituel, Lee Iacocca, président de Ford, sait que pour assurer un succès à long terme, il faut la doter d'un palmarès en course. Mais à ses débuts, la Mustang n'a pas grand-chose pour briller sur les circuits. Il ne faut pas oublier que ses soubassements sont ceux de la Falcon, destinés à transporter 6 personnes d'un point A à un point B le plus économiquement possible, ni plus ni moins. Ford contacte le SCCA, Sports Car Club of America, pour discuter des modifications à apporter afin de faire homologuer la Mustang pour la série de production classe B. Le club explique à Ford que la Mustang n'est pas une voiture de sport et ferme gentiment la porte. Alors, qu'est-ce que Ford peut faire à ce moment-là? Eh bien, pourquoi ne pas appeler Carroll Shelby? C'est ce que fait Iacocca en juillet 64. Après tout, les deux sont amis. C'est Iacocca lui-même qui a aidé Shelby à obtenir des moteurs pour sa Cobra. Iacocca explique la situation et Shelby aurait répondu « Donc, vous voulez que je fasse un cheval de course à partir d'une mule ?» Mais ce dernier hésite car il en a déjà plein les bras avec la fabrication de la Cobra et le programme de course de la Cobra Daytona. Il n'est à ce moment-là pas encore impliqué dans le programme des GT40 du Mans. Mais il sait qu'il ne peut pas dire non au patron de Ford et en bon homme d'affaires avisé, il se dit qu'il doit pouvoir se faire quelques dollars et accepte. Shelby appelle alors John Bishop, directeur général du SCCA, et arrive à obtenir du club une liste de demandes afin d'homologuer la Mustang en classe B pour la saison 1965. Monter la puissance à au moins 300 chevaux, installer tous les équipements de sécurité, supprimer la banquette arrière et produire au minimum 100 exemplaires pour les clients avant la fin de l'année. Iacocca approuve le projet sous le nom de Cobra Mustang. Et là, ben, les équipes qui entourent Carroll Shelby se mettent au travail pour justement modifier ces voitures-là. Immédiatement, Ken Miles et Bob Bondurant se mettent au travail sur la piste de Willow Springs pour trouver les modifications qui feront de la Mustang un vrai cheval de course. C'est Chuck Cantwell qui sera l'ingénieur en chef du projet. L'essentiel de la mise au point porte sur les suspensions et le freinage. Une fois que les spécifications de base sont établies, 100 voitures sont réservées sur la ligne de production de l'usine de San José, en Californie. Ce sont toutes des fastpack blanches avec un intérieur noir. Elles sont livrées dans les ateliers de Shelby à Venice Beach, sans capot, badge d'identification, siège arrière ou pot d'échappement. Par contre, Shelby a pris soin de faire installer dès la fabrication des autos un différentiel Detroit Locker à glissement limité dans les ponts arrière de 9 pouces, une boîte de vitesse Borg-Warner T10 à 4 rapports rapprochés, des disques de frein de 9,5 pouces à l'avant et des freins à tambour renforcés des Ford familiales, ainsi que des barres anti-rapprochement dans le compartiment moteur qui sont normalement utilisées pour les Mustangs destinés à l'export. Chez Shelby, les autos reçoivent des bras de suspension modifiés qui entraînent l'abaissement du train avant, des barres anti-roulis 2 fois plus épaisses, des barres de traction à l'arrière et des amortisseurs cognis ajustables aux 4 coins. Les roues de 15 pouces en acier Kelsey Hayes, qui peuvent être changées pour des jantes en aluminium Kragar contre supplément, supportent des Goodyear Blue Dots homologués pour 210 km/h. À l'intérieur, le volant Cobra de 16 pouces a un anneau en bois. Un bloc d'instruments est ajouté, compte-tours et manomètre de pression d'huile Delco avec logo CS Carroll Shelby exclusif. La roue de secours est installée sur un support recouvert de fibres de verre, là où était la banquette arrière. Côté moteur, le V8 de 4,7 litres Hypo ne reçoit pas de modification interne. Par contre, il a droit à un carburateur 4 corps Olé 715 CFM monté sur un collecteur d'admission en aluminium, des couvre-culasses en aluminium, un carter d'huile plus large et des collecteurs d'échappement tubulaires avec silencieux Glasspack et sortis juste en avant des roues arrière. Ces modifications font passer la puissance de 271 à 306 chevaux, comme demandé par le SCCA. Le reste des changements comprend un capot en fibre de verre avec goupille de verrouillage, le déplacement de la batterie vers le coffre arrière. Pour les 300 premières autos seulement, les propriétaires se plaindront de vapeur et de traces de corrosion. Une nouvelle grille avec les logos Mustang et les bandes bleues sur les bas de caisse avec le logo GT350 dessiné par Pete Brock. Pour des bandes larges sur le haut de la carrosserie, il faut payer un supplément. Avec tout cela, vous obtenez une véritable voiture de course pour la route. Sauf qu'il y a des gens qui voulaient avoir une véritable voiture de course pour faire de la course. Évidemment,
Shelby développe une Mustang de compétition, c'est son mandat premier. Les voitures de livrée depuis l'usine de San José sont encore plus dénudées. Pas d'isolant phonique, ni de réservoir d'essence, de panneaux de porte, de ciel de toit, de vitres sur les côtés et à l'arrière, ni de chauffage, ni de tapis. L'avant reçoit un bloc en fibre de verre qui remplace le pare-choc afin d'améliorer le refroidissement des freins et du moteur. Le pare-choc arrière est supprimé, les vitres sont en plexiglas, les aérations du montant arrière sont recouvertes, les roues sont des American Racing en magnésium de 15 pouces et les passages de roues arrière est élargi. À l'intérieur, Shelby installe des sièges baquets avec harnais de compétition, une instrument complète à 6 cadrans et un arceau de sécurité. Dans le coffre, on retrouve un réservoir d'essence de 34 gallons. Enfin, le moteur est cette fois-ci démonté. Les têtes sont polies, les composants sont balancés, sont installés avec un nouvel arbre à cam en tête, un nouveau carter d'huile, imposant une nouvelle barre anti-roulis, un nouveau radiateur, un refroidisseur d'huile, une nouvelle pompe à essence et un échappement libre. Chaque moteur est passé sur le dynamomètre et délivre entre 350 et 360 chevaux. De plus, chaque modèle est complété et testé par les pilotes de Shelby American sur le circuit de Willow Springs avant livraison. C'est un circuit magnifique, ça. Chaque fois que je vais là, les poils me dressent sur les bras. Il y a tellement d'histoires sur ce circuit-là. Imagine pour ces gars-là, c'était leur bureau. Je comprends, c'est incroyable. Bon, puis là, reste à trouver un nom pour l'auto. Effectivement, Yakoka aime bien Cobra Mustang, mais Shelby n'est pas chaud et ne veut pas de confusion entre les deux programmes. Après d'infructueuses recherches, Shelby demande à l'un de ses employés de traverser la rue et de compter ses pas jusqu'à l'immeuble d'en face. Il revient avec une distance de 350 pieds. Eh bien, ça sera la GT350. Quant aux versions de course, elles s'appelleront simplement GT350R pour Racing. Les 100 voitures sont prêtes comme convenu avant la fin de l'année et le SCCA homologue les Mustangs pour la saison 1965. Les autos sont présentées au public le 27 janvier 1965. Les prix sont conséquents. $4 547 US pour une GT350 contre 2 589 pour une Mustang Fastback de base. Quant au GT350R, elle demande au moins $6 500 US. Quelques jours après, le 14 février 1965, Ken Miles effectue sa première course avec une GT350R sur le circuit de Green Valley et il gagne. À la fin de la saison, Shelby met un terme à 8 années consécutives de domination de la Chevrolet Corvette en série de production classe B. La Shelby GT350 aujourd'hui vaut une véritable fortune, surtout les modèles qui sont originaux. Mais est-ce que ça se vendait bien à l'époque? Alors au début, Shelby était sceptique quant au potentiel commercial de l'auto. Il s'interrogeait si elle allait pouvoir vendre les 100 premiers modèles d'homologation. Mais entre l'accueil enthousiaste de la presse et le bouche-à-oreille des clients, la demande explose. Heureusement, Shelby American avait déménagé dans une plus grande usine sur le site de l'aéroport de Los Angeles en mars 1965. Au final, la compagnie produira jusqu'en juillet 1965 506 versions de rue, 33 versions R, 4 modèles dédiés au drag et 19 prototypes divers pour un total de 562 véhicules, chiffre fourni par le Shelby American Automobile Club. La légende des Mustang Shelby était en marche. Rapidement, le modèle 1966 entre en développement, mais suite aux demandes des acheteurs, ce seront des autos déjà nettement moins radicales. Retour de la banquette arrière, apparition d'autres couleurs que le blanc, boîte automatique en option, arrêt de l'abaissement du train avant, passage du différentiel du Trike Locker à la liste des options. Le projet commence alors à moins intéresser Carroll Shelby, dont le cœur ne semble battre que pour la compétition. Mais heureusement, la GT40 et les 24 heures du Mans rentrent dans le décor. Oui. Merci beaucoup, Hugues. Le guide de l'auto. Antoine, tu es allé faire des essais pour le NACTOY aux États-Unis et tu as aussi conduit un véhicule qui est extrêmement important sur notre marché, qui est un des VUS les plus vendus, le plus vendu d'ailleurs, c'est le Toyota RAV4. Oui, Toyota RAV4, c'est le plus vendu. C'est aussi un véhicule de fabrication canadienne. Il n'est pas besoin de te dire que Toyota a mis l'emphase sur cet élément-là. Nous amenant même visiter l'usine de Woodstock où on le fabrique. Et le truc qui est important de savoir, c'est pas tant qu'on fabrique le RAV4 chez nous au Canada. On le sait, on le fait depuis 2009. Alors, c'est pas comme si c'était nouveau. Mais la nouveauté avec la nouvelle génération, c'est qu'on assemble aussi les batteries du côté de l'usine de Woodstock qui vont servir à l'assemblage des RAV4 fabriqués à Woodstock et à Cambridge parce qu'on a 2 lignes d'assemblage. Juste à Woodstock, on sort plus de 1000 RAV4 par jour. Alors, ça te donne une idée à quel point ça roule. C'est toutes les 56 secondes, il y a un nouveau RAV4 qui sort. Alors,
Alors, ça a besoin d'être efficace. Mais évidemment, l'élément qui nous inquiète un peu, c'est le fait que la nouvelle génération du RAV4 soit désormais 100% hybride. Il n'y a plus de modèle à essence. Et là, ben, ça prend des batteries pour assembler ces véhicules-là. Et si on veut tenir le fort et être capable de vendre autant d'unités qu'on en a vendues l'année dernière, c'est-à-dire un peu plus de 77 000 juste sur le marché canadien, ben, pas besoin de te dire qu'on a besoin d'en avoir des batteries. Évidemment que ça comprend des modèles PHEV. Et on dit chez Toyota que les PHEV pourraient représenter 20% des ventes totales de RAV4 sur le marché canadien. Moi, je lève la main et je dis non, ça n'arrivera pas. Parce que, d'une part, le nouveau RAV4 que j'ai conduit et le dernier que j'ai testé, ça c'est important de le mentionner, là, j'ai testé 3 versions. Une version XLE qui sera probablement le modèle à volume, version LE de base, version Woodland que j'ai beaucoup aimé. Mais la dernière que j'ai conduite, c'est la version LE de base. Et avec ce véhicule-là, j'ai fait 5 litres au 100 pile sur un peu plus de 200 km. C'est incroyable. Alors, fais le calcul, là. Si tu consommes 5 litres au 100 sur un trajet de 20 000 km par année avec ton RAV4 et que le litre d'essence est à 1,5 $, disons, ben, tu vas mettre 1 750 $ d'essence par année dans ton RAV4. Dans ton RAV4 PHEV qui va te coûter de 8 à 10 000 $ de plus en partant et dans lequel tu vas aussi mettre de l'essence et un peu d'électricité, ce qui ne te coûtera pas bien cher, bien, pour rentabiliser le seul déboursé d'achat de ce véhicule-là, ça va te prendre 8-9 ans facilement. Et est-ce que tu veux gérer la complexité d'un véhicule hybride rechargeable? C'est pas donné à tous. Alors, j'ai l'impression que quand on avait un crédit de 12 000 $ applicable sur un véhicule comme celui-là, là, ça devenait super alléchant. Mais avec un écart de prix de 10 000 $ et avec la réduction de consommation de carburant du nouveau RAV4 par rapport à l'ancien, ben, je trouve que le PHEV devient de moins en moins pertinent, même s'il gagne en autonomie, parce que là, on annonce 84 km d'autonomie, puis on annonce aussi 324 chevaux de puissance contre 239 pour le modèle hybride. Mais est-ce que les gens veulent avoir 324 chevaux dans un RAV4? Ça, c'est l'autre question. J'allais te dire, c'est-tu vraiment indispensable en vérité pour un véhicule à vocation familiale? J'en suis pas convaincu. Ben, tu sais, c'est la même question que j'ai posée aux gens de Toyota lorsqu'on a dévoilé le CHR et qu'on a dit que ça allait avoir 335 chevaux ou à peu près. C'est-tu une réponse à la question que personne n'a posée, ça? Les gens qui achètent un véhicule comme celui-là, ils veulent avoir une vitesse de recharge puis une autonomie. Ça, c'est important. Ils veulent pas que ce soit une fusée d'accélération. Je connais personne qui a acheté une Chevrolet Bolt en pensant qu'il allait faire du drag avec ça, là. Non. Alors, tu sais, je comprends pas pourquoi on amène une telle puissance dans des véhicules comme ça. Là, après ça, est-ce que de la réduire, ça permettrait de gagner en autonomie? Pas tant, parce que les mathématiques sont pas comme ça, donc ça coûte pas plus cher de l'offrir. C'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que le chiffre de 20 % que Toyota annonce avec le RAV4 est un peu audacieux et en ce sens-là, j'ai l'impression qu'on va acheter davantage de RAV4 de fabrication canadienne chez nous au Canada parce que c'est un véhicule vraiment frugal, parce qu'il s'est raffiné aussi, là, il est mieux insonorisé qu'avant. C'est pas le plus excitant à conduire. Je te dirais que le Woodland, justement parce qu'il est un peu plus ferme, un petit peu plus costaud, il y a un petit côté épicé qui est le fun dans cette version-là. Mais si tu prends un modèle XLE de couleur beige, ça se peut que tu aies d'autres priorités que le plaisir au volant. Moi, j'avais une question pour toi, Antoine. C'est quand on a mis les photos sur nos réseaux sociaux en disant Ah, bah, Antoine va conduire le RAV4 bientôt, tout ça. Ouais. Beaucoup de gens ont dit OK, mais le câble, le fameux câble. C'est tout le temps la même question. Moi, j'adore ça. Ça te prouve à quel point les acheteurs Toyota sont nerveux. Tu pourrais pas prendre un acheteur Toyota puis l'envoyer chez Stellantis. Des problèmes comme le câble, là, chez Stellantis, on a ça à toutes les semaines. C'est même pas un problème. Non, là, mais c'est ça. Business as usual. Le problème est réglé depuis 3-4 ans. Le vice de conception, il a été spoté, comme on dit en bas français. On a corrigé la situation et avec la nouvelle génération, clairement, on n'a pas fait la même erreur une deuxième fois. Ce qui se pourrait chez Stellantis, là, oui, mais chez Toyota, j'en serais très surpris. Et
croyez-moi, ils le savent que les gens en parlent beaucoup et ils n'ont certainement pas pris la chance que ce soit encore vulnérable comme problème. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres problèmes avec le nouveau RAV4? Non, parce que là, on intègre une nouvelle technologie numérique qui s'appelle Aline. Essentiellement, ça va être de la mise à jour info-nuagique, des nouvelles générations d'écrans, etc., etc. Et ça, peut-être qu'il va y avoir des bugs là, à travers tout ça. Puis ça se peut qu'il y ait des vices de finition, parce que je te dirais que l'élément qui m'a déçu un peu, c'est justement la finition intérieure. Ça donne parfois l'impression qu'on est allé chez le plus bas soumissionnaire. Puis ça, j'ai trouvé ça un peu décevant. Tu as trouvé ça similaire à avant ou que ça n'a pas progressé? Oh non, vraiment pas. Okay. Puis bon, oui, là, ce que vous voyez, c'est la planche de bord du modèle Woodland, où il y a des contrastes de couleurs, où il y a des matériaux qui sont peut-être un petit peu plus nobles, mais de façon générale, c'est générique là, comme présentation. Générique, en tout cas. Mais c'est ça, c'est fonctionnel, c'est efficace, il y a de l'espace, il y a de l'espace au coffre, la découpe est bonne, le confort est là. Tu sais, tu as tout ce que tu veux. Il n'y a pas beaucoup de raisons de se plaindre, hormis le fait que c'est pas le produit le plus excitant au monde et qu'il y a une finition un peu sommaire à l'intérieur. On se serait attendu à un peu mieux. Puis il y a des trucs, des fois, tu fais, mais pourquoi? Tu sais, par exemple, les versions les plus luxueuses ont un levier de vitesse numérique qui est gros comme une gomme à effacer, alors que les modèles de base ont un gros levier physique manuel. Pourquoi vous n'avez pas mis le petit levier partout? Ça vous coûtait vraiment plus cher? Je ne penserais pas. Mais c'est parce qu'on veut niveler vers le haut. Tu sais, le modèle LE de base, ben, il y a des équipements qui sont manquants. Alors, c'est clair que ça va être facile, en bon français, d'upseller un consommateur vers le modèle XLE. C'est ça l'objectif. Puis évidemment, ce qui nous manque comme information, encore une fois, c'est les prix. Ça devrait être dévoilé d'ici quelques semaines. Mais attendez-vous à un prix d'entrée pour une version LE qui va juste être sous la barre des 40 000. Et puis après ça, ça va partir en vrille. Moi, j'ai l'impression que la GR Sport, là, on va dépasser le 60 bien comme il faut, là. Ça, c'est sûr. Truc important à mentionner, 3500 livres de capacité de remorquage pour la quasi-totalité des versions, hormis le modèle LE qui est à 1750 livres parce qu'on n'a pas de refroidisseur de transmission au rendement. Et le GR Sport, lui, ne peut pas remorquer du tout. Alors, ça, c'est le désavantage parce que je me dis, il me semble que je suis un propriétaire de Sea-Doo. Je veux m'acheter un RAV4 GR Sport. Ça look avec les Sea-Doo, mais on ne peut pas remorquer. Alors, vous allez devoir acheter d'autres versions. Et on n'a pas de Woodland hybride rechargeable au Canada. C'est exclusif au marché américain. Est-ce qu'on va corriger le tir? On verra. Mais moi, je n'ai pas nécessairement l'impression que, encore une fois, on va se battre aux portes pour les PHEV tant que ça quand on va voir les prix. Et là, ben, je vous parle rapidement des véhicules que j'ai pu conduire en rafale lors des essais du NACTOY, North American Car of the Year. J'étais là-bas avec mon collègue Marc Lachapelle. Lui en a conduit encore plus que moi. Là, c'est une vraie machine. Là. Je sais. Clic, 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 clic. Il les a tout roulés. C'est vraiment fascinant, mais... je m'interrogeais notamment sur le Ford F-150 Lobo, à savoir quelle était la pertinence de ramener ce qu'on appelle un street truck dans la gamme F-150. Alors, je suis allé conduire ce véhicule-là, moteur 5 litres, roue de 22 pouces, suspension abaissée de 2 pouces, pour en conclure que ça ne se vendra pas chez nous. C'est pas super pertinent. C'est pas non plus un camion qui est à ce point différent des autres F-150 pour te donner l'impression que ça look énormément ou que ça a une forte personnalité, comme c'était le cas avec le SVT Lightning de l'époque. Là. On dit qu'il se démarquait beaucoup plus. Qui se démarquait beaucoup plus, mais qui s'est pas bien vendu. Mais c'était un vrai street truck. Ah oui, non, ça, pour le coup, puis, aussi drôle que ça puisse paraître, le F-150 d'aujourd'hui n'a que 20 chevaux de plus que le SVT Lightning de l'époque. Là. Donc, c'est pas... alors ça, c'est un camion qui m'a un peu déçu. As-tu trouvé le roulement ferme? Parce que quand même. Parce que le Maverick aussi est plus ferme en Lobo. Oui. Oui, mais c'est beaucoup plus léger. Alors que le F-150, c'est un camion qui est quand même assez lourd. Et la suspension est baissée au point où tu t'en rends compte en position de conduite. Okay. Tu es habitué de conduire un pick-up, tu es assis plus haut. Là, c'est quand même un petit peu plus bas. Puis il faut dire que je sortais de l'expédition Tremor juste avant, qui lui est haut sur pattes, et ça, j'ai bien aimé. J'ai pas le choix d'admettre que je préfère de beaucoup l'expédition Lincoln Navigator. Okay. Je pense que l'exercice est bien réussi. Après ça, est-ce que ça va se vendre chez nous? On va voir. Véhicule coup de cœur, Lucid Gravity, ça, c'est...
fantastique. Oui, ça part à 134 500 $ canadiens. On nous le vend en US parce que, grosso modo, aux États-Unis, ça part à peu près à 90 000. Donc, pas besoin de te dire qu'on convertit puis on nous le vend chez nous. Mais là, on va lancer prochainement une version Touring qui va être plus accessible avec une batterie un peu plus petite. Très hâte de voir ça, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce véhicule-là. J'ai beaucoup aimé la Honda Prélude aussi, mais ça, embargo d'informations sur les impressions de conduite. Alors, je pourrais vous en parler d'ici peu. Même chose pour la Charger Six-Pack, la Charger à essence que j'ai pu conduire là-bas. Dans sa version High Output, il y aura des modèles avec le petit moteur de 420 chevaux, alors que celui-là en avait 550. Alors, vous devinez qu'il y a de la puissance là-dedans. Nissan Sentra aussi, j'ai pu la conduire, comme mon collègue Louis-Philippe cette semaine. On est dans la continuité, là, je vous le dis tout de suite, là. C'est plus moderne comme présentation. Il y a 2 écrans de 12,3 pouces, comme c'est la norme, mais c'est rien pour crier à sa mère et il n'y a pas de technologie innovante vraiment dans ce véhicule-là. Polestar 4, j'étais très curieux de voir à quel point on ne voyait rien dans la pas de lunettes arrière et effectivement, on ne voit rien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un rétroviseur caméra et ça nous permet de voir ce qui se passe derrière. Par contre, quand une voiture te colle au derrière dans le trafic, tu ne la vois pas. Même avec le rétroviseur? Même avec le rétroviseur, parce que la caméra est placée au sommet du toit. Et donc, si la voiture est à côté dans ton pare-choc, ben, c'est à peine si tu vois le toit de l'autre véhicule. Okay. Alors, je pense que ça prendrait une double caméra pour bien voir le véhicule derrière. Comment complexifier un problème qui n'en était pas. Qui n'en était pas. C'est ça. Voilà. Et on sait que Polestar va lancer de nouveaux véhicules sans lunettes arrière. Bon, là, tu vas me dire, il y a des gens qui conduisent des Econoline tous les jours et ils ne s'en plaignent pas. D'accord. Mais personnellement, j'aime ça avoir une vitre en arrière. Je trouve ça pratique. Ouais. Alors voilà, merci d'avoir été là tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du Guide de l'Auto. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.